Hello, 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 bienvenue sur la chaîne YouTube Moula Causé, sur le blog Moula Causé, www.moulacauser.com. Je m'appelle Marianne et je clôture le mois des adoptés. Il y a au début novembre, le 1er novembre, j'ai posté une vidéo qui expliquait que j'allais me concentrer ce mois-ci sur la thématique de l'adoption narrée par les personnes qui l'ont vécu, qui ont grandi et qui donnent leur expérience, leur ressenti, leur questionnement par rapport à leur adoption. C'est une initiative qui existe depuis plus de 30 ans dans les pays anglo-saxons et qui, depuis novembre 2018, a été aussi créée par Amandine Gay, la réalisatrice et la cinéaste française installée maintenant au Québec. Et l'idée, en fait, c'est de transposer ce qui existe du côté anglo-saxon et qui manquait pour les pays francophones. Pays francophones, ici, ceux qui participent au mois des adoptés, c'est plutôt la Suisse, la France, la Belgique et le Québec. Et donc, moi, c'était une manière de aussi participer de ma place parce que moi j'ai été adoptée à l'âge de 4 ans et demi par un couple belgo-rwandais et je suis née au Congo, en République démocratique du Congo, et je voulais en fait un peu partager mon expérience puisque je le fais déjà en temps normal depuis plus d'un an, car ça aussi c'est quelque chose qui est que je pour cette clôture que je voulais mettre en avant, c'est que je trouve que dans mes identités, mes diverses identités, c'est c'est celle que j'ai eu le plus de mal à nommer, à verbaliser et à partager parce que il y avait fort ce conflit du j'ai pas envie de faire mal à ma famille biologique et j'ai pas envie de faire mal à ma famille adoptive, et donc du coup j'étais toujours un peu tiraillée parce que c'est ça aussi, c'est une de mes particularités, c'est que j'ai mon papa, donc mon père adoptif, a toujours connu et a toujours eu aussi des contacts avec mon père biologique. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui, pour des personnes adoptées, est assez ou peu fréquent. D'habitude, il y a une espèce de vraiment de scission entre les vies d'avant et la vie en tant que personne adoptée, donc la naissance, la famille biologique, le contexte dans lequel on a été adopté, le passé familial biologique, les antécédents, etc. Il y a énormément de personnes qui ont aucune idée, et ça aussi je trouve que je suis chanceuse d'avoir le fait de pouvoir avoir des liens aussi biologiques, parce que par exemple là à l'heure actuelle je suis en contact avec euh, deux de mes sœurs et un frère de manière régulière. Je dis pas qu'on se parle tous les jours, hein, mais on garde contact et on échange plus qu'un simple salut ça va. Comment toi quels sont tes projets dans la vie, comment tu te sens, est-ce que tu as quelque chose sur le cœur et que tu veux qu'on en parle. Donc il y a quand même un lien qui se fait. J'ai juste pas de contact avec leurs parents. Par exemple, je dis leurs parents parce que je n'ai pas ce lien affectif avec le père biologique et la mère biologique, parce que je sais que génétiquement, voilà, je leur dois tout, biologiquement je leur dois tout, je ne serais pas là si ils m'avaient pas créé. Ça, j'ai conscience, mais j'ai aussi conscience qu'il y a toute une vie qui a été faite sans eux, quoi. Puisque j'ai été adoptée à 4 ans et demi et que j'ai 31 ans et que je ne les ai plus vus depuis. La seule personne biologiquement la première personne que j'ai vue avec qui j'avais un lien biologique, c'était mon oncle qui vit au Canada et qui a repris contact avec moi quand j'avais
19 ans et qui est venu et ça m'a fait très bizarre de rencontrer quelqu'un que biologiquement on avait quelque chose à voir ensemble quoi et donc du coup c'était assez particulier parce que c'est quelque chose qui arrive souvent comme dans ma famille quand je dis ma famille c'est ma famille adoptive parce que j'ai ce lien affectif et que c'est avec ces personnes que j'ai évolué, c'est avec ces personnes que j'ai eu mes peines, c'est avec ces personnes que j'ai été à l'école, c'est avec ces personnes que maintenant, par exemple, que je garde leurs enfants qui sont mes neveux et mes nièces. Ce pronom plutôt possessif, c'est super important puisque je trouve que quand on dit mon ou ma ou notre, c'est pas pour rien en fait. Et donc je ne me vois pas dire par rapport aux parents biologiques utiliser ces pronoms parce que oui ça j'ai pas ce truc que je disais dans la première vidéo où ce sera cette chose qui fait que je me battrais pour eux, que je m'inquiétais constamment pour eux. Et c'est pas méchamment, c'est juste parce que je n'ai pas vécu en fait avec eux. Ouais, c'est la vie en fait. Et ça, je le disais dans la vidéo précédente, c'est ça qui crée les liens. Et que pour la suite, moi aussi, je me pose énormément de questions parce que si jamais je suis un jour mère biologique, je me dis ouais, ça va être très bizarre, même si en soi c'est créer du lien quoi qu'il arrive et c'est oui, ce sera quelqu'un avec qui on a un lien de sang, mais le plus important en fait pour moi, quoi qu'il arrive, c'est ce qu'on partage, ce qu'on vit ensemble, à quel point on s'inquiète pour l'un pour l'autre, à quel point on se bat aussi pour garder et préserver les liens qu'on a avec ces personnes. Et c'est ça la famille, c'est ça les amis, et c'est ça aussi les relations de couple. Je veux dire aussi dans cette conclusion par rapport au mois des adoptés, c'est que en réfléchissant et en écoutant aussi des podcasts, par exemple, je le disais dans l'interview avec Léa Bordier, Cher Corps, j'ai toujours eu ce sentiment d'être le cul entre deux chaises et que j'ai le cul entre deux chaises constamment parce que toutes mes casquettes identitaires sont entre les deux. Je suis handicapée physique, mais en même temps j'ai toujours été dans un circuit de personnes normales. Donc du coup pour les handicapés j'en fais trop, pour les pas handicapés j'en fais pas assez. Donc du coup on a toujours, si on veut quelque chose à me redire ou quelque chose, par exemple dans mes bulletins scolaires, très bons résultats malgré sa lenteur naturelle. Il y a toujours on rajoute toujours un truc quoi. Si j'ai été adoptée par un couple belgo-rwandais, et pour les noirs, je suis une Bounty parce que je suis noire et blanche à l'intérieur. Pour les blancs, je suis une noire. Et du coup, j'ai écouté le podcast Le cul entre deux chaises et je le mettrai en lien dans la barre de description. Et je vous le conseille sincèrement parce qu'il y a un épisode où elle s'appelle Mathilde et elle explique elle est adoptée et elle a une vingtaine d'années et elle explique tout ce questionnement aussi, comment elle s'est sentie dans un village français avec sa sœur, le fait qu'elle soit que deux petites filles noires dans une famille blanche, à l'école, comment ça a été perçu, etc. Et entendre son expérience de vie et ses questionnements, ça m'a trop fait penser à moi parce que j'ai quand même dans l'air de rien eu la chance d'avoir été adoptée par un couple qu'on définit comme mixte puisque ma mère adoptive est rwandaise donc noire et mon papa est blanc et donc le fait d'avoir eu un couple mixte, j'ai quand même grandi entourée de personnes métisses ou noires ou blanches et donc j'avais conscience en fait des différences de couleur de peau et je me suis jamais sentie blanche quoi, je veux dire.
Jamais de ma vie je me suis sentie blanche. La seule chose qui s'est passée, c'est la première fois quand je suis arrivée en Belgique, j'ai eu un bug parce que je débarquais dans un pays où il y avait plein de personnes blanches et j'avais jamais vu ça et donc je croyais qu'il y avait un problème avec ma peau en fait et donc j'avais tendance à énormément la frotter quand j'allais me laver parce que je croyais qu'il fallait parce qu'elle était sale en fait, parce que tous les gens autour de moi étaient blancs et donc du coup je me disais si ici tout le monde est blanc et que le pays avant où j'étais tout le monde était noir, c'est peut-être que dans ce pays-ci tout le monde est blanc donc du coup il faut nettoyer un peu et donc et puis mon papa m'a expliqué que ça se passait pas comme ça et que ma couleur de peau était très belle et que j'avais pas à frotter, à me faire mal et tout ça. Et donc du coup j'ai vite arrêté, mais c'était pas un côté honte, c'est plus un côté un choc de la majorité était noire quand j'étais au Rwanda à l'orphelinat et doum et boum quand je suis arrivée en Belgique et que j'ai été adoptée, la majorité était blanche et donc ça me paraissait bizarre. Mais sinon, en grandissant, comme mes frères et sœurs, il y a des enfants biologiques, il y a des enfants adoptifs. Et donc, les enfants biologiques sont métis et les enfants adoptifs, on est tous noirs. Et donc, résultat, j'ai constamment grandi avec des personnes si on veut, trois couleurs différentes, puisque mon père est blanc, ma grand-mère paternelle et mon grand-père paternel sont blancs. Et donc, résultat, j'ai toujours grandi avec ces représentations familiales, euh, allez, diverses et très à l'aise avec ça. Et donc, ça, je trouve que j'ai de la chance que dans cette adoption, il y avait cette mixité et donc aucune gêne ou aucune... par exemple, oui, quand on parle de racisme, etc., quand on était plus jeune, mon papa n'a jamais été étonné, en fait, parce que lui le savait, le vivait, puisque quand il était avec ma mère adoptive, il a vu le changement de les réflexions, etc. Et donc du coup, il n'est pas tombé des nues. Et comme aussi, il ne débarquait pas non plus, puisque c'est quelqu'un qui a vécu pendant très longtemps en Afrique, au Mali, au Congo, au Rwanda, en Côte d'Ivoire, et donc c'est profondément quelqu'un qui a conscience de ça, des préjugés, de ce que ce soit de part et d'autre, et donc ça a aussi amené, je trouve, chez nous quelque chose à toujours aussi remettre en question ses idées reçues et être à l'aise avec ça, et aussi à pouvoir aussi se défendre, parce que ça a toujours été très important pour nos parents d'avoir cet outil de savoir rétorquer parce que on a fort grandi, je trouve, dans une famille où il y avait de la fierté d'être ce que l'on était en fait. C'est pas dans le sens on se prend plus, on pète plus haut que nos fesses. Non, c'est pas ça. C'est plus dans le sens, nous sommes quelqu'un, nous sommes les enfants de deux personnes qui sont des personnes formidables. Et donc, du coup, parce que nos parents sont formidables, parce que ils nous ont choisis ou ils nous ont créés, en fait, on est des personnes qui comptent et donc on ne se laissera pas faire. Et donc ça a toujours été dans l'éducation de nos parents. Ça, je trouve que des fois, quand j'entends des personnes adoptées qui, elles, ont grandi dans des familles exclusivement blanches, je sens que c'est compliqué pour elles et ça, je ne pourrais jamais me dire que je l'ai vécu et le comprendre en tant qu'expérience personnelle puisque moi j'ai pas été dans cette situation et que du coup j'ai conscience aussi de cette opportunité que la vie m'a donnée et que l'air de rien ça a amené aussi une sorte ouais, de confiance en la peau que j'avais quoi, je veux dire je ne me suis jamais sentie moins parce que j'étais noire, parce que ma famille
m'a pas éduquée dans ce sens-là et que j'ai toujours eu ces représentations plutôt euh, ouais, d'esthétique, c'est bête à dire, hein, mais c'est par exemple les photographies, par exemple. J'ai énormément d'albums photos et de représentations. Par exemple, j'ai une photo que j'adore dans la maison où c'est le portrait de ma mère adoptive qui c'est au Mali. Elle est en foulard. Il y a un monument historique derrière elle. Il y a une espèce de prestance dans sa manière de se tenir. Et cette photo trône dans notre salon plutôt bien placée, quoi. Et je trouve que ça crée, ouais, ça crée de la fierté de se dire que tu fais partie de ce tout et que on crée cette estime en fait, de juste être soi et être fier d'être soi et ne jamais devoir se justifier, même si bien sûr, comme énormément de personnes en Belgique noire, j'ai constamment entendu le ah, tu parles bien pour une noire. Ah, mais tu sens bon pour une noire. Ah, il y a plein de choses comme ça. Et ça ne m'a... En fait, j'ai plus été désolée pour les gens. J'ai plus été désolée pour les gens parce que tu te dis, c'est dingue comment des personnes, parce qu'ils n'ont jamais entendu, vu ou connu telle personne, restent ouais, dans des phrases où tu te dis, mais réfléchis, répète-la 7 fois si on veut, et rends-toi compte que ça n'a aucun sens ce que tu dis, ça n'a aucun sens, et il faut réellement te poser des questions plutôt que moi me la poser en fait, parce que la plupart du temps quand les gens me disent ça, je suis là, waouh, 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 ok. Ouais, c'est plus, mais évidemment, ça, à force, ça te pète à la tête parce que tu te dis, c'est dingue comment, en fait, quand tu sors de chez toi, l'îlot dans lequel j'ai grandi, où on a cultivé cette estime et cette fierté et d'être des personnes en fait. Et oui, il se trouve qu'il y a des personnes blanches dans la famille, oui, il y a des personnes noires, il y a des personnes métisses, etc., etc. Mais tant qu'on est fier en fait d'être soi-même, c'est juste ce qui compte en fait. Et donc quand tu sors de là et que tu te rends compte de tous ces clichés auxquels ton physique en fait renvoie, c'est là que tu te dis, ok en fait, il va falloir non seulement soit vraiment trouver de quoi rétorquer, sans que du coup ça soit de ta faute, parce que sinon tu es l'hystérique la angry black woman, et ça, ce truc-là est hyper fatigant parce que c'est très très difficile de voir cette riposte en fait quand par exemple tu te prends une remarque raciste ou et que tu te défends, en fait ça devient toi, ça devient toi limite, c'est ta faute de l'avoir mal pris ou de te défendre en fait, parce qu'en fait la personne te dit mais c'est pas raciste, et t'es là, ça va être moi le responsable après. Et c'est quoi le truc en fait? Et ça, par contre, ça, on l'a reçu, mais je pense, d'avoir eu ce bloc familial, ce côté tribu, m'a, je pense, permis d'avoir ce truc un peu comme un parachute, ou un matelas quand tu sautes et que tu sais que pour réduire le choc. Et ça, sincèrement, je pense que c'est vraiment super chouette que dans ce hasard de l'adoption, je sois arrivée dans une famille multiculturelle, multi raciale. Ça, ouais, franchement, je trouve que ça a énormément aidé. Et quelque chose qui est aussi assez particulier par rapport à l'adoption, c'est que tu changes de nom. Et moi, le changement de nom, il s'est pas fait tout de suite parce que je suis arrivée en temps
du génocide des Tutsis au Rwanda, et donc du coup on n'a pas su terminer mes papiers, et donc pendant un très long moment j'avais toujours ce nom de naissance, ce prénom de naissance, puisque de naissance je m'appelle Colette et mon prénom d'adopté c'est Marianne. Et donc à l'école, pour tout ce qui était officiel, pendant très longtemps, de mes 4 ans et demi jusqu'à mes 12-13 ans, ben on m'appelait Colette. Et donc c'était hyper particulier pour moi, parce que j'avais ce sentiment à la fois de faire partie de la famille qui m'avait adoptée, mais à la fois rien n'était officiel, et donc j'avais cette peur que on me renvoie, ou qu'on me dise ouais mais non, les papiers ne se font pas, tu es hors la loi, tu es une sans papier, t'as pas de nationalité, t'es une étrangère, et donc bye bye. Et ça, c'est quelque chose qui pendant longtemps en tout cas jusqu'à ce que j'ai mes papiers, jusqu'à 13 ans, qui m'a fort stressée, et eu tendance à créer chez moi ce truc de faut que tu sois impeccable, parce que comme ça on te renverra pas, et comme tu es étrangère, vu que t'as pas encore tes papiers officiels, t'as intérêt à bien te comporter, quoi. Et ça, ce changement d'identité, je trouve que des fois, il est aussi particulier à vivre, parce que tu te dis, qu'est-ce qui a fait que ce prénom a été pris? Euh, Pourquoi changer mon prénom? Certaines personnes se disent, bah au moins ça me garde aussi cette identité qui a toujours existé, et j'ai pas envie de l'effacer. Et donc moi, j'avoue, j'aime pas Colette, donc ça m'arrange de m'appeler Marianne. Je préfère Marianne, même si c'est deux prénoms très classiques français, hein. Mais ouais, des fois, ça me perturbe, et donc du coup, j'attache très peu d'importance en fait au prénom, au prénom que l'on a. Je suis quelqu'un qui a tendance à énormément oublier les prénoms des personnes quand je ne les vois pas assez souvent, parce qu'en fait, je suis plus quelqu'un qui fait en fonction du physique. Quand je vois quelqu'un, j'ai tendance à me rappeler assez facilement de la personne. Je suis très physionomiste, et le prénom, c'est quelque chose qui me, ouais, que j'oublie très facilement, parce qu'en fait, moi-même, je me dis, en fait, ça n'a aucune importance, vu que je suis née Colette un tel, et maintenant je m'appelle Marianne un tel. Donc, est-ce si important que ça, ou est-ce plus important qui tu es, en fait, fondamentalement, dans ta manière de t'exprimer, dans ton physique, dans ta manière de faire tes choix, etc. Donc, c'est fort, ouais, une conséquence en fait de cette identité effacée, pour des raisons de parentalité recréée. C'est aussi ça qui est qui perturbe aussi parfois, de se dire que maintenant sur mes papiers officiels il est mis que mes parents sont un tel et un tel, alors qu'avant c'était d'autres personnes en fait. Et donc pour que mes nouveaux parents soient sur mes papiers officiels, il a fallu que que les parents biologiques se retirent en fait, et fassent une adoption plénière. Et donc c'est aussi particulier, je trouve, de se dire qu'on efface une parentalité au nom d'acquérir une nationalité et une filiation, alors que je trouve qu'on devrait plutôt garder les deux parents, les deux filiations en fait, parce qu'elles sont réelles. Je veux dire, même si j'ai pas grandi avec la famille biologique, je reste quand même l'enfant d'un couple en fait. Je reste quand même l'enfant. Il y a quand même quelqu'un qui a accouché. Il y a quand même une femme qui a accouché, et c'était moi en fait. Et donc c'est bizarre que maintenant dans les papiers, ça n'existe plus en fait. Et que pour pouvoir être adoptable, si on veut, on retire cela. Surtout, ça arrive très souvent au niveau de l'adoption internationale. Mais ici, la mienne, c'est une plénière et c'est très bizarre, parce qu'elle est plénière pour pouvoir faciliter l'adoption, que je sois plus facilement adoptable, mais en même temps, comme mon papa
adoptif avait conscience de ça, il a quand même malgré tout essayé de garder contact avec le père biologique pour maintenir le lien et qu'il sache que je devenais, qu'est-ce que je faisais, etc. Et c'est ça qui a permis par la suite de continuer maintenant d'avoir des contacts avec eux, en fait. Et donc c'est ça qui est bizarre, c'est que pour les papiers, on induit ça, alors que on a conscience, ou en tout cas j'ai la chance pour mes parents adoptifs, qu'ils avaient conscience d'avoir besoin de savoir d'où je venais et de garder du coup les coordonnées, les contacts, etc. Et ça, je trouve que c'est pas c'est pas sain pour l'enfant qui lui le vit d'avoir cet effacement en fait de sa vie avant l'adoption parce que la personne elle a vécu. Moi j'avais 4 ans et demi donc j'ai quand même des souvenirs en fait. Et par exemple j'ai une sœur qui a été adoptée à presque 12 ans. Donc du coup oui, donc c'est important je trouve que ouais, légalement, on devrait trouver une solution pour pouvoir garder ces deux filiations. Parce que ces deux filiations sont importantes pour l'évolution de la personne et la construction de ce que l'on est, quoi, je veux dire. Et ça, je suis contente d'avoir eu euh, des parents adoptifs qui avaient conscience de ça. Et moi, je trouve que ça m'a aidé dans ce développement identitaire de, oui, je sais que j'ai cette sensation d'être le cul entre deux chaises, mais je connais mes deux chaises, en fait. Et donc ça aide. Ça aide parce que avoir cette sensation d'être le cul entre deux chaises, mais ne jamais vraiment savoir quelle est cette chaise où tu t'es assis avant, ça doit être hyper difficile. Et quand j'entends les témoignages de personnes, par exemple, j'ai fait un live avec Lydia. Elle, c'est son cas, et donc du coup, la quête est tout autre en fait. La quête identitaire est tout autre, et je suis hyper avec avec ces personnes, ces enfants qui le vivent dans leur chair, et c'est une construction qui est tout autre que la mienne en fait. Et c'est aussi important, je trouve, dans cette réappropriation de la narration de l'adoption par les personnes qui le vivent et qui évoluent et qui ont grandi, puisque maintenant j'ai 31 ans, et donc c'est aussi intéressant de voir, parce qu'on a tendance à fort dans les reportages montrer des moments où l'enfant arrive, l'attente des parents, la visite à l'orphelinat, les premiers temps, mais c'est aussi essentiel en fait de voir l'évolution de cet enfant, comment il a fait l'adolescence, le début de la vingtaine, là maintenant la trentaine, les étapes, être soi-même parent. Je trouve ouais, je trouve que c'est important de créer cette possibilité et de prendre sa voix et de la partager par le biais, par exemple ici, du mois des adoptés. Et c'est pour ça que je voulais le faire et que je suis contente. C'est la première année que je le fais, mais c'est aussi un thème que je m'autorise depuis peu à en parler publiquement, même si moi, de, personnellement, c'est quelque chose qui me questionne depuis très longtemps, surtout au décès de mon papa, de mon père adoptif, où ces questions ont pu être moins... euh, j'ai eu moins les réponses à mes questions, puisque c'était fort avec lui que je parlais de ça. Euh, mais, euh, mais après, vers 18-19 ans, j'ai pu en parler aussi avec ma mère adoptive, et elle aussi, elle avait ce truc d'être derrière moi pour ok, on soutient, on est là, et il y a pas ne culpabilise pas. Et ça j'ai jamais senti de culpabilité de m'intéresser ou de vouloir savoir
cette vie d'avant ou mes racines biologiques il y a aucune concurrence en fait. Et ça, je trouve que c'est difficile parce que il y a cette question de la loyauté. Déjà en temps normal, dans toutes les familles, il y a cette notion de loyauté puisqu'on est l'enfant d'un couple et donc du coup on se dit ils nous ont quand même donné la vie quand c'est biologique et donc je leur dois quelque chose, il faut pas que je leur fasse euh, de la peine, il faut pas que, etc. Mais ici il y a aussi cette notion de je ne suis pas biologiquement leur enfant, donc si on veut, j'ai encore plus à prouver pour appartenir à cette parentalité, à cette filiation plutôt. Et donc il y a 2 ans, je me suis un peu libérée de ce poids d'être un enfant parfait parce que pas biologique, donc du coup je dois encore plus mériter ma place. Et je me suis juste dit en fait, tu penses ce que tu penses. Euh, Tes parents qui t'ont élevé savent aussi ce que tu penses, tu les respectes. Et tout ce que je dis, par exemple, par rapport à l'adoption, ben, mon père et ma mère adoptive le savent, on en a discuté. Et donc je me suis libérée de ça parce que je me sentais, ouais, fort. C'est quelque chose de difficile à parler en fait, en parler publiquement ou même en parler dans mes relations avec les gens parce que c'était là mais très peu questionné et puisque beaucoup de personnes ont cette utopie ou cette romantisation si on veut de l'adoption et donc quand on te dit que c'est plus complexe que ça, ben certaines personnes ne le croient pas ou ne le prennent pas bien ou me prennent pour un peu allez, l'enfant adoptif caractériel, déséquilibré par nature, etc., etc. Et donc c'était assez compliqué des fois de juste parler, de partager mon expérience là-dessus ou répondre à des questions. Des fois, je me disais, est-ce que vraiment la personne me pose la question pour avoir une réponse sincère ou est-ce qu'elle veut que je corresponde à ce qu'elle a comme idée de l'adoption? Et c'était toujours des tâtonnements et depuis 2 ans, quelque chose comme ça, je suis, je suis à l'aise. C'est aussi pour ça que maintenant j'en parle sur le blog et que je fais par exemple des vidéos pareilles parce que je me dis c'est ok en fait, c'est ok qu'elle soit complexe en fait. Ton expérience de personne adoptée, elle est complexe parce que c'est quelque chose de complexe et que c'est pas une question d'être réussi ou pas réussi parce qu'en fait on peut pas dire qu'une parentalité est réussie ou ratée en fait c'est quelque chose de mouvant, c'est quelque chose qui évolue énormément par rapport à l'âge qu'on a, par rapport à l'expérience que l'on a, par rapport aux parents aussi. Par exemple, moi j'ai 31 ans, ma mère adoptive a une soixantaine d'années et donc du coup on se rend compte aussi de l'adulte qui nous a élevés et de ses propres casseroles et donc des attentes qu'on avait et que peut-être qu'on n'a pas pu parce que la personne a aussi eu son passé avant nous et et que c'est plus complexe. Ouais, c'est vraiment le mot complexe. C'est plus nuancé, c'est plus complexe, c'est plein de choses en fait. Et donc moi je pense aussi, c'est ça que je me permets aussi d'en parler, c'est que en grandissant j'ai aussi rencontré l'adulte qui est ma mère adoptive et j'ai compris aussi comment elle en tant que personne a évolué et a été. Et donc c'est aussi ça qui m'a permis aussi de me dire, de prendre de la distance sur certaines choses et porter aussi ma voix sur d'autres choses pour lesquelles j'étais pas d'accord et de ne pas être gênée, de ne pas être d'accord parce que c'est aussi moi en tant qu'adulte prendre ma place en fait. Et donc voilà, je pense que cette vidéo était bien longue et donc, du coup je vais en rester là. Je reparlerai de l'adoption, mais c'est juste qu'ici j'ai vraiment fait un mois un peu plus condensé sur cette thématique, mais il y a encore plein de choses à dire sur l'adoption et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous, décembre arrive.
c'est l'hiver, c'est Noël et j'espère que vous allez avoir, même si évidemment nous sommes en période de pandémie et que c'est très compliqué pour tout ce qui est lien, mais j'espère que vous allez vous recharger les batteries même par FaceTime, même en dehors en vous baladant avec les personnes pour pas vous mettre en danger, mais rechargez vraiment vos batteries, c'est super important. En tout cas, moi, c'est mon programme. Pour le moment, c'est vraiment reprendre des forces de ouf parce que c'est bizarre pour le moment et que c'est le plus important. Et je vous dis à la prochaine. Merci bien. J'ai beaucoup parlé, mais ça m'a fait plaisir. Donc voilà. Et j'espère que ça vous a fait plaisir aussi. Passez une bonne semaine parce que nous sommes lundi 30 novembre. Et je sais pas, merci. Et c'est un bon souvenir aussi cette vidéo, parce que ce que je me rends compte aussi, c'est de voir l'évolution des prises de parole avec grâce au blog et grâce à la chaîne YouTube. C'est très chouette aussi comme souvenir de laisser ces traces-là et qu'elles servent à la fois à d'autres personnes, même si je suis pas une professionnelle. Ouais, je trouve ça chouette et c'est aussi un espèce de d'instant T immortalisé pour moi aussi pour plus tard si jamais j'ai des enfants et ben je pourrais aussi leur renvoyer cette vidéo et leur dire ben voilà mon cheminement en tant que personne adoptée et voilà. Enfin soit, j'ai vraiment assez parlé. Prenez soin de vous, je le répète. Gros bisous et à la prochaine. Bye bye.